C'est parti. Bien, donc bonsoir à tous. Donc, bienvenue à la quatrième soirée débat de la FGC, portant cette fois-ci sur l'évaluation structurale et conception de réparation des ouvrages d'art en maçonnerie. Donc, la restitution qui va être faite, c'est un petit bilan sur l'activité du groupe de travail qui a 3-4 ans d'existence maintenant, hein, un gros travail de synthèse qui va vous être présenté. Et puis, à l'issue de cette présentation, on aura l'occasion d'échanger sur cette thématique. Et puis, il y a une présentation du projet national Dolmen, c'est ça, Anne-Sophie, Dolmen, oui, tout à fait. qui va être faite, qui vient d'être labellisée, je crois que j'ai vu passer Tout à dans fait. la lettre de la FGC. Bien, bonsoir à tous et je laisse la parole donc à Anne-Sophie pour démarrer. Oui, Je on vous s'était laisse le dit. soin de vous présenter. On va d'abord se présenter. Donc Anne-Sophie Collat, je suis ingénieure-chercheur à l'université Gustave Eiffel. Et donc, je copilote ce groupe de travail avec Thomas Tablon. Je vais laisser se présenter. Donc, Thomas Tablon, je suis responsable d'une équipe génie civil, ouvrage d'art, géotechnique tunnel sur le sud-ouest de la France, chez Arcadis. Et donc, avec Anne-Sophie, on a initié ce groupe de travail, on pilote ce groupe de travail sur l'évaluation des ouvrages en maçonnerie, avec un peu l'objectif de synthétiser l'état de l'art et de proposer un guide à l'attention du plus grand nombre pour aborder la problématique de l'évaluation structurelle de ces ouvrages. Donc pour commencer, je vais commencer, puis je laisserai Thomas finir. Donc pour la genèse, comme l'a dit Thomas, donc ce groupe est né il y a déjà quelques années. Donc en fait, la genèse vient plus exactement des journées nationales maçonnerie, des premières journées nationales maçonnerie en mars 2016, qui ont conduit Thierry Kretz, alors président du CST de la FGC, à proposer à Thomas et moi de lancer une première soirée débat le 15 novembre 2016 sur comment sauver les ouvrages en maçonnerie qui seraient condamnés à partir d'une réévaluation standard. Donc cette première soirée débat qui a rassemblé déjà un public assez nombreux a conduit la FGC, le CST de la FGC, à nous confier l'animation d'un groupe de travail sur le sujet dans le but d'effectuer des recommandations pour l'évaluation structurale et la conception de solutions de réparation pour balayer toutes les étapes finalement de l'étude d'un ouvrage existant, de son diagnostic jusqu'au dimensionnement des solutions de réparation éventuelles. Le groupe a été lancé en juin 2017. Il rassemblait alors une quarantaine de participants et depuis, on a un groupe qui s'est stabilisé autour de 20-30 participants. Donc, dans ce groupe, Thomas Stablon d'Arcadis et moi-même de l'université Gustave Eiffel assurons le copilotage. Participent à ce groupe des laboratoires de recherche, des représentants de laboratoires de recherche universitaires ou de grandes écoles, mais aussi des services techniques de l'État et des maîtres d'ouvrage publics, et puis un grand nombre de bureaux d'études et d'entreprises d'ingénierie privée sur le domaine. Donc, on regroupe un assez grand panel d'experts. La composition du groupe stabilisé, on va dire, je vous la présente ici, un grand nombre d'experts qui permettent d'aller effectivement des maîtres d'ouvrage à l'ingénierie et puis à la recherche, qui nous permet de couvrir finalement tous les champs du domaine. Et ce champ d'expertise un peu large permet en fait de répondre un peu. On avait un titre ambitieux en 2016-2017 qui était Comment sauver les ouvrages en maçonnerie. Le titre est désormais un peu moins ambitieux, certes, mais l'enjeu, c'est de proposer un guide à l'attention, on va dire, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre et des acteurs, on va dire, du patrimoine existant en maçonnerie. Et ce panel d'experts de tous horizons permet justement je pense, de répondre un peu à cette problématique avec des visions à la fois universitaires, à la fois ingénieriales et puis d'entreprise. Donc ça permet
de combiner les expertises de chacun et d'arriver à un guide qui permet d'orienter la démarche de diagnostic et la démarche d'analyse des structures en maçonnerie. Donc, au niveau des objectifs qu'on s'était fixés sur ce groupe de travail, d'une part, en termes de périmètre, on avait donc fixé aux ouvrages d'art, donc ponts et murs de soutènement en priorité, sachant que la plupart des recommandations peuvent s'appliquer également aux tunnels, aux quais, aux barrages, mais on avait vraiment fixé le domaine des ouvrages d'art du génie civil. Et puis, sur la maçonnerie, donc la construction de blocs, essentiellement de pierre de taille ou moellon, ou de briques, liées ou non par un mortier. Et donc le champ de l'ingénierie de l'existant, à savoir le diagnostic, l'évaluation structurale, et donc le cas échéant, le choix et le dimensionnement, la conception d'une solution de réparation. En termes d'objectifs de travail, cette fois-ci, l'idée était donc de faire un état de l'art, c'est souvent le cas des groupes de travail de la FGC, un état de l'art, surtout sur ce domaine où finalement l'état de l'art n'avait pas été fait depuis un certain nombre d'années. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de sources qui datent d'une quarantaine d'années, ou de plus anciennes, bien évidemment, mais pour autant, là, depuis récemment, il y avait eu assez peu d'états de l'art de réaliser, on va dire d'états de l'art de la profession. Et donc, l'idée de ce groupe, c'était donc, en rassemblant ces experts, d'avoir un recueil de retours d'expérience et un échange de pratiques sur la façon de traiter ces ouvrages d'art. En fait, pour compléter, ouais. si on regarde un peu l'historique de la bibliographie, on a un historique, je dirais, assez ancien de l'époque de la construction. Donc là, il y a de la documentation des années, on va dire, principalement 19e siècle, début 20e. Il y a très peu d'éléments entre début 20e et 1970, plus ou moins. 1970, il y a, avec l'apparition du logiciel Voot, dans ce sillage-là, en France, mais aussi à l'international, il y a un renouveau un petit peu et le sujet de la maçonnerie revient un petit peu sur le devant de la scène concernant les ouvrages d'art et les murs. Pendant quelques années, on va dire une dizaine d'années. Et puis, depuis 1980-90, il y a très peu de publications sur le sujet, très peu de documentation. À l'exception faite des guides FABEM, les guides du stress, qui sont très orientés application entreprise. Donc l'idée de ce guide-là n'est pas de faire de l'ombre, bien sûr, aux guides stress, aux guides FABEM qui sont très techniques et très bien construits et très complets. Nous, l'idée, c'est d'apporter plutôt la partie ingénieriale, on va dire, la partie prise de décision, avant de mettre en œuvre les guides du stress sur la réalisation des réparations, par exemple. Donc voilà, l'idée de ce guide, c'est vraiment de se placer en amont, d'une certaine manière, des guides du stress, de manière à orienter la prise en main de ce sujet-là, et puis orienter les décisions d'évaluation et de réparation le cas échéant. Donc, l'idée de ce recueil de retours d'expérience, c'était vraiment de pouvoir identifier d'une part éventuellement les manques qui pourraient apparaître en termes de recherche et de développement encouragé. Et puis, l'objectif final principal était la rédaction d'un guide de recommandation pour finalement compiler tous ces retours d'expérience, ces pratiques et cet état de l'art. Donc, c'est bien ce qui est apparu avec voilà le plan du guide qui s'est dégagé finalement du travail de ce groupe de travail, à savoir d'identifier d'une part les spécificités des ouvrages en maçonnerie, notamment vis-à-vis des autres ouvrages dont on a plus l'habitude, à savoir les ouvrages en béton, armés ou précontraints, ou les ouvrages métalliques. D'écrire la démarche de diagnostic, encore une fois, spécifique aux ouvrages en maçonnerie, d'aller ensuite explorer le champ de l'évaluation structurale. Et finalement, donc en amont des guides du stress,
dans une idée un peu d'avant-projet de réparation, d'identifier les pistes, la conception, pour la conception, le choix des solutions de réparation, de renforcement et de maintenance, voire pour les choix de finalement ne rien faire parce que le diagnostic aura donné un ouvrage en bon état. Ouais. Après, ce qu'on vous propose dans cette présentation, c'est de rentrer un petit peu dans chacun des chapitres pour vous montrer comment ils sont construits, comment on les a articulés, et puis vous allez, je pense, ressentir la démarche qu'on propose, en fin de compte, à travers cet aspect-là. Donc, on a pris le parti aujourd'hui de vous présenter un petit peu la structure du guide, et a priori, on ne va pas rentrer dans des détails techniques ou des exemples, même si on en a mis à la fin si on veut aller plus loin. Mais l'idée, voilà, c'est un peu de vous présenter l'organisation du guide et la démarche qu'il y a derrière, ce que l'on propose. Donc finalement, ça vient aussi en complément. Ouais, vas-y. Ça vient finalement un peu en complément des recommandations au guide aussi du CEREMA sur la gestion de l'existant, sur l'ingénierie de l'existant et les réparations éventuelles, mais sur vraiment la spécificité des ouvrages en maçonnerie sur ce domaine-là. Donc, je vais laisser la parole à Thomas pour la suite. Je vais passer les diapos, tu me dis si ça te va. Donc, dans ce chapitre 1, sur les spécificités des ouvrages en maçonnerie, on l'a articulé alors, assez logiquement avec d'abord un historique de la construction des maçonneries. Alors, on a voulu cette dizaine de pages d'historique très pédagogique, très descriptive. Voilà, c'est vraiment un cours d'histoire, si je puis dire, de manière à montrer un petit peu voilà, l'évolution des techniques sur les différentes périodes de construction, donc la période gallo-romaine, période plutôt du Moyen-Âge, la Renaissance, et puis ensuite 18e, 19e siècle. Donc l'idée, c'est de retracer la démarche des constructeurs, l'évolution des techniques, et puis surtout, on a essayé d'illustrer avec des photos, je dirais, inédites, plusieurs exemples d'ouvrages de ces différentes périodes. Et vous le comprendrez certainement au fur et à mesure qu'on va vous présenter tout ça. Et comme les guides existants sont relativement anciens, voilà, l'idée c'est aussi de mettre un peu de modernité dans cette thématique, dans cette approche, avec des illustrations voilà, inédites, on va dire, en couleur. Vous verrez un peu plus loin aussi des schémas, des choses comme ça. Donc on a essayé de retravailler aussi les exemples que l'on retrouve régulièrement dans la littérature, et de les rendre un peu plus modernes également. Ensuite, on aborde tout un aspect lié au patrimoine. Alors, c'est pour présenter, on va dire, donner des ordres de grandeur et des répartitions de la typologie des ouvrages en maçonnerie. Donc, sur deux grandes familles, une famille sur le réseau, on va dire, routier, et une famille sur le réseau ferroviaire français. Donc, on est resté sur le territoire français dans un premier temps, on va dire, voilà, on évoquera après les évolutions possibles du guide. Dans un premier temps, on est resté sur le territoire français, et sur l'aspect donc routier, on a abordé à la fois le réseau routier national et le réseau routier territorial, et puis sur l'aspect ferroviaire, une vision un peu macro. Donc, c'est quelque chose qui est assez succinct, c'est environ 2 pages, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble, on va dire, de cette répartition d'ouvrages. Dans tout ce que l'on cite au sein du guide, à chaque fois on référence les graphiques, on référence les sources, et donc ça permet aussi d'aller plus loin grâce au lexique ou à la bibliographie qu'on met en annexe, d'aller plus loin, rechercher les sources et éventuellement d'avoir des données complémentaires par rapport au résumé qui est dans ce guide. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir un guide qui soit accessible, donc on a essayé de le limiter à environ 150 pages, 200 pages, disons, auxquelles on adjoint des annexes, et on en parlera au fur et à mesure de la présentation. Après, donc ensuite, après le patrimoine, on aborde la géométrie générale des structures dont on va parler après, pour fixer un peu le vocabulaire et fixer les principes de construction. Donc l'idée, c'est de présenter les différents types de structures, donc à la fois côté mur et à la fois côté voûte. Il y a toujours un peu ce parallèle au sein du guide.
d'abord en détaillant les types de fondations. Donc, alors, je ne vais pas toutes les citer ici, mais des fondations un peu spécifiques sur ces ouvrages anciens, donc des fondations sur enrochement, des fondations avec des épuisements de bâtards d'eau, des fondations sur radier, sur pieux-bois, etc. Donc, on aborde toutes ces thématiques-là. Elles ne sont pas encore illustrées, mais normalement, elles devraient être illustrées prochainement. Et donc, voilà, on balaye un peu les différentes techniques de fondation parce que c'est le socle de ces ouvrages-là et c'est souvent la source de pathologie. Donc, il faut bien connaître cet aspect-là et on le décrit de manière assez complète. Ensuite, on aborde assez classiquement les types de voûtes, les types de murs, donc avec des schémas, on va dire, voilà, assez classiques sur les typologies de voûtes notamment. Et on aborde enfin les superstructures, les remblais, les tympans et les différents éléments de ce type-là. Donc, c'est des descriptions assez sommaires à chaque fois, mais qui vont droit au but et qui permettent, s'il y a besoin, d'être guidés vers d'autres références plus complètes. À cela, on a ajouté donc, notamment des schémas que vous voyez à l'écran. Pareil, dans un souci de moderniser un petit peu les schémas types que l'on retrouve sur ces ouvrages en maçonnerie. Donc avec de la 3D, de la couleur et le vocabulaire associé pour justement asseoir le vocabulaire et l'illustrer de manière un peu plus moderne. Et donc à ce chapitre et à l'ensemble du guide, il y a différentes annexes et notamment une annexe qui est liée au vocabulaire, un glossaire en fin de compte, un lexique du vocabulaire où chaque terme est défini. Donc, tous les termes un peu spécifiques qui apparaissent dans le guide sont définis en annexe dans cette annexe lexique. Ensuite, on aborde les matériaux. Donc, pour les matériaux, on décrit chacun des matériaux individuels constitutifs de la maçonnerie, donc pierre, briques, mortier, autres. On aborde les techniques de réalisation de ces blocs, donc notamment les différentes techniques de taille et de pose, ainsi que les caractéristiques mécaniques principales et importantes, on va dire, de ces matériaux. Alors, c'est des matériaux qui sont très variés, donc on a volontairement pas fait des listes exhaustives dans le cœur du guide. On est resté sur des principes, des éléments principaux à appréhender. Et on donne référence vers une annexe où on a regroupé là plutôt une base bibliographique, donc qui est, on va dire, un petit peu en cours de création en parallèle du guide, une base bibliographique des données et de caractéristiques matériaux, de manière à avoir une synthèse bibliographique de différents types de blocs ou de joints ou de pierres. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire ce parallèle entre le cœur du guide qui explique et puis une annexe qui complète, on va dire. Et enfin, dans ce chapitre 1, on aborde le fonctionnement des ouvrages en maçonnerie. Donc, le fonctionnement des ouvrages en maçonnerie et leur spécificité, je dirais. Donc, l'idée, c'est de décrire le fonctionnement général avec la proposition d'une approche et d'une vision particulière, en tout cas différente de l'approche actuelle, on va dire, des structures de génie civil, puisque les structures actuelles de génie civil, disons simplement en béton et en acier, ce sont des structures qui travaillent en traction et la plupart du temps sur des fondations, on va dire, rigides. Alors que là, sur les ouvrages en maçonnerie, on est sur des fondations qui sont, on va dire, plutôt souples, voire fragiles dans certains cas, et des structures qui sont plutôt massives et travaillant en compression. Donc on est vraiment dans un domaine, dans un type de structure qui est différent des ouvrages, on va dire, je vais les appeler les ouvrages Eurocode, les ouvrages acier-béton que l'on conçoit sur des infrastructures neuves actuelles. Donc voilà, dans ce point 5 du chapitre 1, on met l'accent sur cet aspect-là et on propose une approche par des notions de raideur et de ductilité des maçonneries qui permettent de voir les choses avec un œil. Enfin, on demande au lecteur de changer un peu sa vision des structures de génie civil. Et c'est ce chapitre 5 qui permet cette transition vers, d'une certaine manière, cette section 5 qui permet de la transition vers le chapitre 2 et la démarche de diagnostic.
Alors, je sais pas, je continue si tu veux, Oui, Sophie. vas-y. Donc, la démarche de diagnostic, on va dire, c'est le premier cœur technique du guide. Vous avez vu que le chapitre 1 est vraiment un chapitre introductif. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, il fait environ 30 pages, ce chapitre 1. Donc, voilà, c'est vraiment une introduction pour le lecteur pour rentrer dans le sujet. Le chapitre 2, la démarche de diagnostic, c'est donc le premier aspect un peu technique, ça fait environ 60 pages. Je vais vous donner un peu les ordres de grandeur. Dans ce chapitre 2, on aborde d'abord les diagnostics de comportement et d'état. Alors, les diagnostics de comportement et d'état, pour nous, pour le comité d'experts, entre guillemets, qui s'est réuni, pour nous, c'est la base de ce diagnostic, avec notamment 8 connaissances initiales, 8 connaissances, on va dire, préparatoires, qui permettent derrière d'aborder la structure. Donc, je vais les lister à l'oral, hein, on n'a pas fait de slide sur ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu la démarche que l'on propose. D'abord, la connaissance de l'ouvrage, la connaissance de l'historique et du patrimoine. Hein, donc, ça fait écho, bien évidemment, au chapitre 1. La connaissance des matériaux constitutifs de la structure que l'on étudie, la connaissance de l'usage de la structure, l'usage actuel, mais aussi les usages passés. La connaissance donc, du comportement structurel de l'ouvrage et également de ses pathologies. La connaissance du type de fondation et des pathologies associées. Donc, on distingue, on va dire, la face visible de la structure et ses pathologies de la face, on va dire, souterraine et également associée à ces pathologies propres. Le point numéro 7 de ces connaissances préparatoires, c'est la connaissance du comportement des fondations. Et enfin, c'est le point numéro 8, c'est la connaissance des conditions hydrauliques et d'affouillement de la structure concernée par le diagnostic. Donc, ces 8 points, je dirais, préparatoires, sont des étapes qui permettent d'obtenir des données sur la structure, des connaissances sur la structure que l'on observe, et permettent de conduire au diagnostic de comportement et au diagnostic d'état. Alors, le diagnostic de comportement, c'est le diagnostic relatif, on va dire, à la structure et à ses fondations, à la manière dont on analyse le comportement structurel. L'idée, c'est d'analyser les déplacements, les déplacements, les déformations, etc. Et par cette analyse des désordres, par cette analyse des déplacements, expliquer les désordres. Donc, c'est voilà, cette vision du comportement de la structure. Et ensuite, il y a le diagnostic d'état, donc qui est l'analyse, on va dire, de l'état des matériaux, et notamment vis-à-vis de leur qualité, vis-à-vis de l'évolution des caractéristiques dans le temps, et vis-à-vis de leur comportement actuel versus comportement passé. Donc, dans ce diagnostic de comportement et d'état, on aborde plusieurs éléments, et on illustre notamment, comme vous le voyez avec les photos qui sont à l'écran, on illustre les comportements possibles, et donc il y en a on va dire une dizaine à peu près, qui sont illustrés par les petits schémas, les photos schématiques que vous voyez à l'écran. Donc ça permet de bien comprendre, en fonction des différentes poussées, en fonction des différents phénomènes, la réaction de la structure et comment on peut faire la corrélation de ce comportement avec ce que l'on voit sur site. On a mis là sur l'écran que vous voyez, on a mis sur la droite un logigramme. Alors, il n'est pas tout à fait lié à ce chapitre 2, mais on voulait en parler. L'idée de ce guide, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, dans leur démarche d'évaluation de structure maçonnerie. Donc pour cela, on a proposé différents logigrammes tout au long du guide qui permettent, on va dire, d'accompagner le lecteur dans sa lecture du guide, d'une certaine manière, et dans sa démarche d'analyse. Donc, ça, c'est un des logigrammes qui, justement, permet d'accompagner la lecture. Alors,
c'est pas tout à fait le dernier logigramme. La petite spécificité, c'est qu'on y a rajouté, on est en train de le faire, on va dire, on y a rajouté les pages ou les chapitres qui sont liés à chacun des thèmes dans les logigrammes. Ce qui permet aussi au lecteur, en parcourant le logigramme, de retrouver, on va dire, le thème et le paragraphe qui concerne le thème qu'il regarde dans le logigramme. Voilà. Donc le logigramme est placé ici dans la présentation, c'est un peu un aparté. Il n'est pas tout à fait lié au diagnostic, même s'il aborde également ce sujet. Ensuite, dans ce chapitre diagnostic, on a également, on aborde 2 autres aspects qui sont décrits dans des sections spécifiques. Donc c'est l'analyse du dossier d'ouvrage. Donc d'abord, on aborde l'ensemble des éléments nécessaires pour connaître et comprendre la structure et la nécessité de recueillir au maximum ce dossier d'ouvrage. Donc on sait évidemment que c'est pas toujours facile sur les structures anciennes qui ont changé peut-être de domanialité régulièrement, mais on met l'accent sur cet aspect-là, qui est un critère très important. Et puis également sur l'inspection détaillée. Alors, inspection détaillée dans laquelle on explicite en fin de compte les particularités des inspections liées et des données à obtenir liées à des ouvrages en maçonnerie, donc notamment avec les désordres géométriques, sur les modifications de profil en long, les modifications transversales, la verticalité, le basculement de différents éléments de la structure, des structures. Également, ces inspections qui sont liées donc à la recherche des fissures, fractures, zones de rupture. Ça, c'est assez classique, on va dire, dans les inspections, mais aussi avec l'accent à mettre sur la compréhension, on va dire, des origines, de l'origine de ces fissures. Donc là, également, on aborde dans ce thème d'inspection les désordres liés à l'environnement général. Donc ça, c'est important aussi de bien rappeler qu'une inspection, voilà, c'est pas avec un microscope, hein, c'est véritablement avec une vue macro de la structure. Donc, on précise, on va dire, ce qu'il faut observer sur les abords, ce qu'il faut observer dans les cours d'eau, dans les phénomènes d'affaissement, et puis également sur les murs de soutènement, etc. Donc, sur l'aspect, voilà, environnement général. Et puis également, on aborde l'inspection, on va dire, sur les désordres liés aux matériaux, donc notamment l'altération des blocs, les pertes de joints, des choses comme ça. Et puis également sur les équipements, bon, c'est un peu plus classique, sur les appareils, donc de manière à ce qu'on ait une approche aussi sur ces éléments-là. Donc l'idée de ces 2 points, l'analyse du dossier d'ouvrage et l'inspection spécifique aux maçonneries, c'est de conduire à un programme d'investigation spécifique, particulier, avec des techniques particulières. Donc ça, c'est les points suivants, notamment les points 4 et 5 de ce chapitre, qui conduisent, on va dire, un peu vers ce programme d'investigation. Alors, juste sur les pathologies, un petit aparté sur les pathologies. Il y a des choses qui sont très bien faites par ailleurs sur les pathologies des ouvrages en maçonnerie. Donc, on a pris le parti de ne pas redécrire toutes les pathologies au sein du guide. On n'a pas voulu faire un recueil de pathologies dans le guide lui-même. Donc, on propose une annexe qui permettra de compléter le guide avec justement ce recueil de pathologies. Donc ça, voilà, c'est un petit peu, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a mis un certain nombre d'éléments en annexe parce qu'on ne voulait pas que le guide dépasse, on va dire, les 200 pages. On est quand même en train de résumer 150 ans d'historique, donc c'est difficile de le faire en 200 pages, donc on a mis pas mal de choses en annexe. Donc sur les points 4 et 5, sur les auscultations externes et internes, d'abord sur les auscultations externes, donc on aborde toutes les thématiques liées au relevé géométrique, on va dire, les levées, les différents plans et ce qu'il faut avoir dans ces plans. Hein, je rappelle pour ceux qui ont déjà analysé des structures en maçonnerie que l'aspect extérieur n'est pas nécessairement le reflet de la structure portante, des aspects structurels de la structure. Donc voilà, l'auscultation externe est importante, hein, bien sûr, mais elle doit être couplée à une connaissance interne de la structure. Donc c'est pour ça qu'on a mis en regard ces 2 aspects-là. Donc à la fois sur les auscultations externes, la géométrie extérieure, la géologie, le sol de fondation, le contexte géologique, etc. Donc ce qu'il faut connaître de l'ouvrage concerné. Également les aspects d'hydraulique locale et d'affouillement. Hein, donc sur ces aspects-là,
c'est une étape essentielle dans le diagnostic, hein, car ces ouvrages sont très sensibles aux phénomènes, on va dire, d'affouillement, qui peuvent conduire à des désordres majeurs, voire à de la ruine. Donc la notion d'hydraulique, les notions d'hydraulique, hein, on ne les met pas dans le guide lui-même, on les a mis également en annexe, parce que voilà, on va pas à l'intérieur du guide maçonnerie faire un cours d'hydraulique, mais néanmoins c'est un sujet qui est majeur, donc on l'a mis en annexe, je dirais presque en annexe 1, en disant que voilà, l'hydraulique est un point essentiel, et on vous propose quelques notions d'hydraulique en annexe. Et enfin, donc, toujours dans les auscultations, on rentre un peu dans la thématique du lever des fonds de rivière, également des inspections subaquatiques. Donc, tout ça jusqu'à des techniques plus poussées comme la mise à sec ou le dégarnissage de voûtes. Donc, tous ces aspects-là voilà, sont également abordés avec des illustrations, des exemples, et surtout les précautions et les recommandations que l'on propose sur ces investigations un petit peu sensibles. Puis on aborde aussi, dans les auscultations internes, l'aspect des différents sondages et essais associés, de manière à présenter les intérêts, mais aussi les limites des différents types de sondages que l'on peut avoir, notamment le sondage carotté, avec des recommandations, des préconisations de notre groupe de travail. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je réfléchis. Voilà, c'est à peu près ça dans l'ensemble sur les auscultations. On balaye un peu cet ensemble, toujours avec l'esprit de guider le lecteur vers les auscultations qui sont les plus pertinentes pour ce type de structure. Je ne sais pas, Anne-Sophie, si tu veux compléter. Non, il y a le dernier point quand il y a le dernier point pour le chapitre 2 et non, c'est bon. Ça ouais, donc, sur l'instrumentation, donc l'instrumentation, donc on a été un peu plus succinct en termes de volume, je dirais, que les points précédents. L'idée de ce point numéro 6 sur l'instrumentation, c'est pas de faire un catalogue des instruments possibles, hein, ça c'est accessible par ailleurs. Nous, l'idée, c'est plutôt de faire une recommandation sur les instruments adaptés, sur les choix et le ciblage de ces instruments. Donc, c'est un peu résumé par le petit schéma qu'on vous propose à droite, là, où on aborde un certain nombre de questions qu'il faut se poser, et puis ces questions conduisent à des types d'instrumentation spécifiques. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, sur ce chapitre, on est plutôt en position d'accompagner le lecteur dans sa démarche, dans sa réflexion sur l'instrumentation, plutôt que de lui proposer des instrumentations standards. Ce n'est pas l'objectif ici. Voilà, donc ce chapitre 2, dans son ensemble, hein, c'est un des cœurs techniques, comme je disais, du guide. C'est un chapitre central qui a pour but, on va dire, d'aiguiller le lecteur dans la démarche de diagnostic. C'est un fil d'Ariane, ce n'est pas des recettes toutes prêtes, hein, parce qu'il n'y a pas de recettes. Voilà, c'est des ouvrages qui sont tellement variés dans leur typologie et dans leurs années de construction et dans leur fonctionnement que on ne peut pas proposer des recettes toutes prêtes, mais c'est une aide au lecteur pour l'aiguiller dans cette démarche. Voilà donc pour le chapitre 2. Je reprends la main. Je continue ou tu veux que je continue ? Comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Vas-y. Bon, alors, l'idée de l'évaluation structurelle, ce chapitre 3, c'est d'être un complément au diagnostic. Hein. Donc, nous, au sein du groupe, on ne voit pas on va dire vulgairement, le calcul de la structure comme l'élément principal. C'est un élément qui fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est le guide, quoi, en fait. Enfin, quand je dis le guide, c'est la démarche que propose le guide. Donc, l'évaluation structurelle, c'est vraiment un complément au diagnostic. Hein. C'est le deuxième cœur technique, on va dire, du guide. Dans cette évaluation structurelle, on propose une approche progressive. Progressive suivant une logique, je dirais, presque historique. D'abord, donc, cette évaluation structurelle, on l'aborde donc encore une fois pour les ponts et pour les murs. Hein. Donc on fait le distinguo des deux parce qu'il y a des méthodes il y a des manières d'utiliser les méthodes différentes dans chacun des deux cas, mais les méthodes au final restent les mêmes. Et donc on les a catégorisées en 4 types de méthodes.
disons presque 5. Le premier type de méthode, donc, c'est les méthodes empiriques. Le deuxième type, c'est les méthodes d'analyse limite, de calcul à la rupture. Troisième élément fini, et quatrième élément distinct, et enfin les approches par les performances passées. Alors, juste si tu peux revenir peut-être au premier slide, l'idée c'est que chaque méthode, on l'a synthétisée par, bon, c'est un exemple ici, mais par un tableau, comme vous le voyez ici, dans lequel on a, pareil, encore une fois, c'est pour accompagner le lecteur, on a résumé les entrants nécessaires, les paramètres qu'on obtient en sortie, le temps de préparation du calcul, le temps de calcul lui-même, et puis le niveau de compétence nécessaire pour l'utilisateur de la méthode. Donc ça permet, on va dire, dans un petit tableau qui fait une page ou une demi-page, de résumer les 5 ou 10 pages concernant une méthode en un coup d'œil, de manière voilà, à bien peser les entrants nécessaires et ce qu'on obtiendrait en sortie. Donc l'idée Donc sur chacune ces tableaux récap, on les retrouve dans chacune des méthodes. Et l'idée sur chacune des méthodes, c'était bien d'avoir de toute façon le même découpage pour pouvoir, d'un coup d'œil aussi sur le plan du guide, faire des comparaisons directes entre les méthodes. Donc à chaque fois, on a la description de la méthode d'un point de vue, on va dire technique, en dehors du contexte maçonnerie, comment est-ce qu'elle fonctionne. Ensuite, son application et les données nécessaires pour sa mise en application et les spécificités qu'apporte la maçonnerie dans la mise en application. Et puis à chaque fois, 1 ou 2 cas exemples issus de cas réels, alors soit issus de la recherche, soit de l'ingénierie, pour montrer comment ça fonctionne, comment on met en œuvre finalement tout ça et comment ensuite on interprète un exemple d'interprétation des résultats sur chaque exemple. Voilà, à chaque fois, voilà, on propose des cas exemples et ces cas exemples, ils sont documentés, complets. Hein, si je puis dire, c'est pas juste une image en disant voilà ce que ça pourrait donner. C'est véritablement, on illustre la démarche dans chaque cas exemple en donnant peu ou prou les hypothèses, la stratégie de modélisation, les résultats obtenus et jusqu'à la conclusion, on va dire, de l'étude. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir des cas exemples relativement complets. Alors sur les méthodes empiriques, en quelques mots, donc méthodes empiriques, donc voilà, on va dire les règles de dimensionnement empirique qui avaient lieu au moment de la construction des ouvrages. Donc on balaye, ça fait un peu écho au chapitre 1, en fin de compte, encore une fois, hein, on balaye l'histoire de construction et on en ressort les formules ou les méthodes empiriques. Donc on est associé à ça en résumé de cette section 1, un tableau des formules empiriques, notamment pour les voûtes, je pense à ça, qui permet en un coup d'œil, je dirais, de voir un peu la manière dont on appréciait le dimensionnement des structures au fil de l'histoire, je dirais, des constructions. Puis ça peut donner une idée aussi de savoir si l'ouvrage existant que l'on étudie est bien dimensionné par rapport aux règles qui avaient cours au moment où il a été construit. Absolument, voilà. Et puis éventuellement de comparer avec les méthodes qui ont eu lieu quelques années après ou quelques années avant. Voilà, d'avoir cet aspect de comparatif avec l'ensemble des valeurs empiriques. Et on aborde également dans ce calcul empirique les méthodes, alors je dirais semi-modernes, les méthodes d'après-guerre que sont MEX et RIM, qui permettent d'évaluer de manière graphique, visuelle extérieure, je dirais, sur site, avec une formule très basique, la capacité, une estimation de la capacité portante des structures. Donc voilà, ces aspects empiriques, on les développe de manière très explicite, très pragmatique, avec les formules qui sont offertes au lecteur. Voilà. Il n'y aura pas besoin d'aller les chercher dans les nombreux documents qui existent. Après, donc, on aborde le calcul à la rupture, l'analyse limite. Donc, comme l'a dit Anne-Sophie, cette section 2, mais également les sections 3 et 4, elles sont construites de la même manière. Donc, historique, principe, étape de calcul. Voilà, c'est un premier thème. Donc, là, c'est un peu la théorie liée à la méthode de calcul. Ensuite, on met en pratique
au sein de la section. Donc, on met en pratique ici donc, avec deux logiciels, logiciel Voot et logiciel Ring, dans lequel on réexplique pour chaque logiciel les principes, les intérêts et inconvénients, les caractéristiques nécessaires pour la mise en œuvre de la méthode. Et puis, on présente, comme on disait, des études de cas détaillées avec contexte de l'étude, hypothèse, stratégie de modélisation et résultats obtenus, conclusion. Voilà. Donc voilà pour l'analyse à la limite. Bon, on ne va pas réexpliquer tout ce détail-là, mais c'est pareil avec les éléments finis, donc même démarche, même structure. Le petit point particulier dans les éléments finis, c'est qu'on aborde l'homogénéisation. Donc, c'est-à-dire que les ouvrages de maçonnerie sont des ouvrages hétérogènes, composés de blocs et de joints. Et pour l'appliquer notamment dans ce type de méthode, il y a différentes stratégies d'homogénéisation pour rendre ce composant hétérogène, qu'est la maçonnerie, en un milieu homogénéisé, qui permet de le calculer à travers ces méthodes éléments finis. Donc on aborde cette thématique de l'homogénéisation, on la précise un petit peu, on ne va pas trop dans le détail, parce que l'objectif n'est pas de faire un cours de méthode éléments finis. Il y a déjà un guide qui est récemment paru sur le sujet, donc on ne réexplique pas tout ça, mais on guide le lecteur sur la spécificité de la maçonnerie dans les éléments finis. Et on fait la même chose dans la section suivante sur les éléments discrets. Donc sur les éléments discrets, pareil, on réexplique l'historique, on va dire, de cette méthode, les principes, la théorie associée. Donc on ne rentre pas non plus trop dans le détail parce que ce n'est pas un cours d'éléments discrets, mais on donne les quelques billes pour comprendre la méthode et on explique les entrants, les sortants, de manière à guider le décisionnaire sur les méthodes à employer. Donc tout ça, à chaque fois, est illustré par des exemples et des cas étudiés. Et enfin, on s'est hasardé à une section numéro 5, qui est un thème, on va dire, qui revient à la mode, je sais pas, l'analyse basée sur les performances passées. Donc on s'hasarde un petit peu à ce sujet-là, qui est un peu épineux, qui est un peu délicat, et qui se veut, on va dire, faire l'écho à la question assez classique des maîtres d'ouvrage, mais je ne comprends pas, le calcul dit que ça ne passe pas, alors que tous les jours, j'ai des camions qui passent. Donc, on aborde un peu cette thématique dans cette section 5, parce que c'est une réalité du quotidien, et on n'a pas voulu occulter cet aspect-là. Donc, on donne un peu notre avis de ce comité d'experts du guide sur cet aspect-là, et on apporte quelques clés de réflexion sur le sujet. C'est un point qui est assez délicat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce point 5 un critère strict en disant ça passe pas. Donc on n'est pas allé jusque-là, mais on aborde un peu la thématique. C'est pour amener une réflexion sur le sujet, réflexion qui est à court aussi dans les guides, les réflexions sur les eurocodes existants. Donc c'est quelque chose qui est très lié à l'ingénierie de l'existant. Toujours une réflexion autour de ça. Et en plus, ça nous assure la transition vers le chapitre 4, à savoir que donc le chapitre 4 qui s'appelle réparation, mais qui n'est pas pousse au crime pour autant à la réparation, à savoir que si on se retrouve avec une conclusion qui va pour la bonne tenue de l'ouvrage malgré un état fissuré qui est finalement un état de fonctionnement assez naturel pour les ouvrages en maçonnerie. Voilà, on peut conclure aussi au fait que l'ouvrage est en bonne santé et est en bon état. Le guide ne veut pas absolument conclure à la réparation, à la nécessité d'une réparation de l'ouvrage. Mais on l'aborde néanmoins dans le chapitre 4. C'est une bonne transition, Anne-Sophie. N'est-ce pas Donc le chapitre 4, qui fait environ 50 pages, il est en cours de rédaction, finalisation, on va dire. Donc les chapitres 1, 2, 3 sont quasiment terminés, relus, prêts à être imprimés. J'exagère un petit peu là sur la fin de mon propos, mais voilà, on est plutôt bien avancé, quasi terminé. Le chapitre 4 est en cours, on va dire. Il
Il a démarré plus rédigé tard. en partie, pas tout à fait relu. Donc, mais on a eu cette démarche au sein du groupe de travail de finaliser assez rapidement, enfin, de finaliser, on va dire, 1, 2, 3, et de se garder le 4 en léger décalé. De manière à, parce que c'est aussi la logique naturelle, on va dire, voilà, historique, diagnostic, évaluation structurale et renforcement. Donc le renforcement, on l'a un peu rédigé en décalé. Donc, sur cet aspect renforcement, voilà, on aborde le projet de réparation dans son ensemble, c'est-à-dire que, comme le disait Anne-Sophie, voilà, on ne pousse pas à la réparation, au renforcement, à la maintenance, mais on essaie de guider le lecteur sur une stratégie de réparation au regard du diagnostic et de l'évaluation qu'il a pu faire dans les chapitres précédents. Donc, on aborde les sujets de l'entretien courant et de l'entretien, on va dire, un peu spécialisé. Ensuite, on aborde en section 4 les éléments sur les aspects, on va dire, de réparation structurelle et les renforcements. Donc, je ne sais pas si tu veux passer au point suivant. Donc là, on aborde notamment les différentes techniques de réparation. Alors, l'idée, bien évidemment, c'est c'est pas de faire concurrence au guide du stress, qui d'ailleurs est très bien fait, donc on n'arrivera jamais à ce niveau de précision. Non, l'idée, c'est plutôt une fois l'évaluation structurelle et le diagnostic réalisé, de guider le lecteur vers des techniques de réparation qui font consensus au sein du groupe, de donner, on va dire, les intérêts, les inconvénients, les limites de chaque type de réparation et dans quel cas les utiliser. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et on a décidé d'aborder tous les types de réparations, même ceux qui ne sont pas adaptés aux maçonneries. L'idée, c'est voilà, d'avoir un peu le panel, et j'ai notamment en tête le béton projeté sous les voûtes, par exemple. C'est un sujet qu'on aborde, même si c'est un sujet qui est décrié, ou en tout cas qui ne fait pas nécessairement consensus. On l'a abordé au sein du groupe de travail et on l'aborde au sein du guide pour guider le lecteur sur les avantages et les inconvénients de cette technique, notamment, et d'autres, de manière à le guider dans sa prise de décision. Et ensuite, sur les sections 5, 6, 7, voilà, alors, la section 5, on aborde la thématique des fondations, des réparations de fondations et de l'influence des cours d'eau. Donc ça, c'est une section qui est en cours de rédaction. Et puis, la section 6, on aborde le changement de destination de l'ouvrage. Alors, ça fait écho au guide qui existe sur l'élargissement des ouvrages, notamment. Mais on aborde un peu plus largement le changement de destination. Et qu'est-ce que ça implique par rapport à ce qu'on a pu discuter avant, le diagnostic, l'évaluation structurale et les réparations associées. Et puis en 7, on fait une espèce de conclusion. Alors aujourd'hui, elle est en 4-7. Peut-être qu'elle sera détachée. Conclusion générale, oui. Voilà, on ne l'a pas encore tout à fait terminée. Introduction et conclusion générale, on les a amorcées, mais on ne les a pas finalisées donc pour l'instant. L'idée, c'est de cette conclusion, elle a permis de dire merci au lecteur d'avoir tenu aussi longtemps accroché à tous ces mots et de synthétiser un petit peu ce qui s'est dit, voilà, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, l'ensemble de ce guide, c'est une synthèse de ce qui existe. On va dire, on a essayé de graver dans le marbre, d'une certaine manière, les consensus actuels de notre groupe d'experts sur le diagnostic, l'évaluation structurale et les réparations, guider le lecteur vers des prises de décision, mais sans non plus le bloquer dans telle ou telle démarche. L'idée, c'est d'être bien sûr assez ouvert sur ça. Voilà à peu près dans le déroulement du guide et les thèmes qu'on aborde. Donc globalement, comme le disait Thomas, on en est en phase de relecture, correction, relecture, aller-retour, que l'on espère définitif maintenant. Et on a donc été impacté par le confinement, il faut le dire. Oui. On était mieux parti début 2020. On sentait bien qu'on allait finir mi-2020, mais finalement, on a été donc, ralenti. comme vous le voyez là sur ce petit graphique, lancement juin 2017, on a essayé de rythmer
avec des réunions de travail, alors physiques ou distancielles, hein, avec les pilotes de chapitres. On avait mis des pilotes de chapitres, et puis des sessions plénières où justement on a pu débattre sur ce que l'on écrivait dans le guide, tout simplement. Donc avec une rédaction par chapitre, comme on l'a dit, plutôt 1, 2, 3 d'un coup, et puis le chapitre 4 en léger décalé. Et comme le disait Anne-Sophie, voilà, aujourd'hui, en février 2021, on a une relecture, correction qui est quasiment terminée sur 1, 2, 3, ouais. qui est en cours, on va dire, sur le chapitre 4. Et on a l'objectif de donner tout ça à la relecture du comité scientifique et technique de la FGC, on va dire dans un mois ou deux, peut-être, voilà, et puis d'avoir une publication, on ne maîtrise pas tout à fait les délais de publication, mais mi-2021, peut-être disons peut-être à la rentrée de septembre 2021, si ça va bien. Ok, merci de votre présentation. Vous avez parfaitement tenu le timing. Donc, je vais remettre un écran. Simplement, donc, on va aborder la période de questions et puis de discussion. J'en ai listé déjà un certain nombre. Alors, bon, les échéances, vous les avez rappelées, hein, donc on est plutôt sur la fin et le guide n'est pas encore disponible même dans une forme intermédiaire. L'idée, c'est quand même de vous présenter un document complet. Donc, on peut dire que pour l'automne, on devrait y arriver. Alors, il y avait quelques questions sur la partie calculatoire, sur le chapitre modélisation, sur la prise en compte de l'approche réglementaire au sens de l'Eurocode. Même si ce n'est pas forcément, je ne suis pas certain que l'Eurocode 6 maçonnerie pont soit disponible. Alors voilà, c'est le vous problème. Vous avez un avis sur le sujet? Oui, tout à fait, on a un avis, on l'a débattu au sein du groupe. Il y a bien un Eurocode 6, voilà, partie 1 bâtiment, mais il nous manque, enfin voilà, pour nous, il manquait clairement l'Eurocode 6 partie 2, comme ça l'est pour l'Eurocode 2, 3, 4 sur les ouvrages d'art. Alors on a quand même, on a quand même bien étudié l'Eurocode 6, on a regardé les formules qu'il y avait dedans, les domaines d'application. Donc le souci pour l'application sur les ouvrages d'art existants, c'est que donc d'une part, ça traite d'ouvrages neufs comme tous les Eurocodes qui ont actuellement cours. Et le deuxième, c'est qu'on est donc sur de la maçonnerie de bâtiment, donc avec de la maçonnerie industrialisée, donc essentiellement de blocs béton ou de pierre, mais de taille pour du bâtiment individuel notamment. Dans la maçonnerie existante du génie civil, on va être sur des maçonneries justement non industrialisées. Donc on a regardé les formules, on a regardé ce qui pouvait avoir cours pour des ouvrages d'art en plus, où à chaque fois, sur les formules qu'on avait, on n'avait pas de formule avec de l'interaction soft-structure, par exemple, comme c'est le cas pour nos ouvrages d'art. Donc voilà, on a bien regardé ce qui se faisait pour ne pas être hors cadre, mais on a trouvé que c'est pas adapté à notre cadre de travail. Je laisserai Thomas compléter. Oui, je pense que l'Eurocode 8, je crois, c'est le 8 qui est en cours de rédaction sur l'existant. Ah oui, non, sur l'existant, ce sera encore autre chose. Le 8, c'est encore le sismique, mais il aura non, sans pardon, doute alors c'est le un 9 petit ou numéro. le 9 Ouais. en bêta, je ne sais pas. Enfin, il y a un numéro, il y a un numéro inconnu d'un Eurocode qui, paraît-il, arrivera un jour sur l'existant. Je pense que notre thématique se rapprocherait plutôt de cet Eurocode-là dont on n'a pas connaissance aujourd'hui, plutôt que l'Eurocode 6 qui traite des maçonneries neuves, en fin de compte. Donc aujourd'hui, on n'est pas. Nous, c'est véritablement sur le patrimoine existant. Ok. Alors, est-ce que dans cette démarche de calcul, quand même, pour se rapprocher de la partie réglementaire, est-ce que vous avez distingué les problématiques de comportement en service et puis du risque d'effondrement vis-à-vis des états limites ultimes? Voilà, tout à fait. On aborde cette thématique notamment dans la description des différentes méthodes et des données de sortie, si je puis dire. Il y a des méthodes qui ne permettent pas d'avoir le fonctionnement en service, donc, notamment les méthodes empiriques, les méthodes d'analyse à la rupture. Et on l'écrit clairement, enfin voilà, on explicite clairement avantages et inconvénients des différentes méthodes et on explicite, je dirais,
la possibilité d'obtenir le comportement rupture ou le comportement service. Donc oui, c'est explicité dans chacune des méthodes et c'est explicité également dans les exemples. Ok. Et donc, alors, soit sur l'approche peut-être calculatoire aux éléments finis, ou est-ce que la partie un petit peu comportement dynamique des ouvrages est abordée, ou sur le comportement au séisme, j'imagine, Alors, comportement la dynamique, question de Savory. on ne l'a pas abordé, très honnêtement. Alors, pour une raison simple, c'est que ça n'a jamais été réellement regardé en France, d'une manière générale, dans ce qu'on a pu voir en termes de publication et à la connaissance des personnes du groupe de travail. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand ça a été abordé, et notamment en Europe, en Italie, les problématiques de sismique, c'était sur des bâtiments, plutôt sur des bâtiments que sur des ouvrages. Donc, on n'a pas abordé cette thématique du séisme, de la dynamique d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas d'application en France. On D'accord. faisait un état de l'art de l'existant, donc effectivement, on a été chercher ce qu'il y avait. Dans les exemples, dans l'exemple d'éléments discrets en particulier, c'est justement un exemple sur de l'analyse d'une tour soumise à un séisme, mais c'est une tour, effectivement, c'est pas un ouvrage d'art. L'un des exemples de l'élément discret est bien sur de la sismique, mais sur du monument historique et pas sur de l'ouvrage d'art. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas, a priori, on n'a pas identifié un besoin sur le sujet. On l'aborde en une phrase ou deux en disant qu'en fin de compte, on ne l'aborde pas. Oui, d'accord. Alors après, on va changer un petit peu de thématique. Il y a des questions qui relèvent je dirais l'aide à la décision. C'est-à-dire, il y a une question que je vais vous lire, c'est le degré d'examen économique entre la solution de réhabilitation d'un ouvrage ancien et le remplacement par un ouvrage neuf. Et il y a une deuxième question un petit peu plus loin dans l'espace de discussion qui se rapproche à celle-ci, qui est quid de, je dirais un petit peu l'impact socio-économique, historique par rapport à l'aide à la décision, par rapport à ces ouvrages qui sont un petit peu singuliers, ils font partie du patrimoine, donc j'imagine que, bon, au-delà de l'aspect économique, j'imagine qu'il y a aussi une dimension patrimoine historique qui doit certainement être pris en compte dans la phase de décision de réparation, renforcement, choix des matériaux, etc. Oui, absolument. Donc sur la partie patrimoniale, je dirais, c'est un sujet qu'on aborde tout à fait bien évidemment dans le chapitre 1, mais également dans le diagnostic. Il y a toute une part sur la connaissance de l'histoire du patrimoine de l'ouvrage concerné ou des ouvrages concernés. Néanmoins, on l'a pas. Comment dire, l'aide à la décision que l'on propose, c'est une aide à la décision technique. C'est-à-dire, on est resté sur des aspects, on va dire, structurels. On n'a pas abordé les aspects financiers dans l'aide à la décision et on n'a pas abordé nécessairement les aspects de valeur patrimoniale. Parce qu'en fin de compte, déjà, ça ne nous est pas vraiment venu à l'esprit, puisque c'est un guide plutôt orienté technique. Et puis parce que c'est un peu propre, je pense, à chaque maître d'ouvrage, à chaque sensibilité. Donc, je pense que le guide en lui-même est un plaidoyer pour le maintien en activité des ouvrages anciens. Et on est tous à fond. Et une question de curiosité personnelle, est-ce que les ouvrages d'art, comme on va dire plutôt le domaine des bâtiments, des châteaux, etc., sont couverts aussi par la partie monuments historiques en termes de maîtrise d'ouvrage, ou c'est différent? Oui, il y a certains ouvrages qui, en effet, sont estampillés patrimoine. Alors, on a effectivement un certain nombre d'ouvrages, surtout des ponts, qui sont couverts par les monuments historiques. Il faut quand même savoir que finalement, la grande majorité du patrimoine, ça reste quand même du petit patrimoine vernaculaire, non classé, et qui pour autant a une valeur patrimoniale, culturelle, qui reste très, très, très importante. Et oui, sur la question de l'aide à la décision, après, ça revient au choix, à la sensibilité du maître d'ouvrage. C'est vrai qu'on l'a pas abordé dans
dans le guide, mais je pense que ça vient sur d'autres aspects. Le fait de remplacer tous ces ouvrages-là, d'une part, d'un point de vue économique, ce ne serait pas viable parce qu'il y en a un nombre incalculable. On est sur l'extrême majorité du patrimoine. Alors, en termes de murs, c'est l'extrême majorité. En termes de ponts, sur déjà une grande partie du patrimoine. Donc, on ne traite pas de quelques ouvrages, on traite d'un très, très grand nombre d'ouvrages. Et d'autre part, après, c'est vrai que d'un point de vue financier, si on veut reconstruire en maçonnerie, par exemple, il est certain que c'est un surcoût par rapport à une solution plus classique, préfabriqué béton, sur des petits ouvrages, par exemple. Après, c'est vraiment de la volonté du maître d'ouvrage de mettre en avant ce patrimoine maçonnerie, de faire travailler des gens avec un emploi qui est plus difficilement délocalisable sur de la maçonnerie. Voilà, après, c'est Et des vraiment du choix matériaux locaux. politique. Et des matériaux locaux avec un impact environnemental plus faible que d'autres types de construction. Mais après, ça relève du choix du maître d'ouvrage, vraiment de la volonté politique du maître d'ouvrage de mettre en avant ces aspects-là. Voilà, l'équilibre socio-économique, pour nous, il est du ressort du maître d'ouvrage et on l'aborde assez peu. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer non plus. Des constructions d'ouvrages maçonnerie, enfin de ponts ou de murs, alors de murs peut-être un peu plus, mais en tout cas de ponts, sur les 20 dernières années, ou 30, ou même je dirais 50 dernières années, on en Il y en a connaît un, oui, je pense. un. Donc aujourd'hui, ce n'est clairement pas une méthode, actuellement je parle, je dis Oui, tout à fait. dans les années à venir, ce ne sera pas le cas, mais aujourd'hui, ce n'est pas une méthode employée pour la construction d'infrastructures neuves, en tout cas sur les ponts. Néanmoins, on a un patrimoine existant et ce guide a pour objectif de traiter ce patrimoine existant. On n'ouvre pas sur la construction de ponts neufs en maçonnerie. Oui. Dans le guide, il y a par ailleurs, notamment dans le projet Dolmen, on pourra en parler après, d'autres groupes qui travaillent à promouvoir les ouvrages en maçonnerie parce que travaillant en compression et étant presque éternel, si je puis dire, contrairement aux ouvrages en traction, parce que... Et notamment, je crois, les murs de soudainement en pierre sèche, non? Oui. Par exemple. Oui. Qui, par rapport aux solutions béton, apporte notamment en termes de drainage et de résistance aux phénomènes hydrauliques importants, une solution intéressante. Alors, il y a, pour la partie calcul, si on revient sur ces sujets, il y a une question bien précise, bien technique, c'est concernant l'élargissement des ponts en maçonnerie. Comment sont abordées les problématiques au niveau des tympans? Est-ce que la problématique de l'élargissement des ponts maçonnés est traitée dans le guide? Alors c'est traité comme une référence au guide du CETRA, si ma mémoire est bonne, sur l'élargissement des ponts en maçonnerie. On ne réexplique pas tout le guide du CETRA, bien évidemment, qui est très bien fait et qui date un peu, certes, mais qui est toujours, à mon sens, d'actualité. On guide vers ce guide à l'extérieur, je dirais. Enfin, on emmène le lecteur, s'il veut aller plus loin sur cette thématique, vers cet autre guide, mais on ne l'a pas réécrit, très clairement. Donc si la question c'est comment on aborde la problématique de l'appui des élargissements sur les murs tympans, la réponse elle est simple, c'est on se réfère au guide du CETRA qui existe sur le sujet. D'accord. Donc en gros, on ne s'appuie pas nécessairement sur le tympan. Okay. Alors, il y avait aussi une question sur la partie modélisation aimant fini. Est-ce qu'il y a une recommandation pour la prise en compte de l'interaction sol-structure, notamment la problématique des remblais? Alors, je pense en élément distinct, le remblai est considéré comme un matériau. Enfin, on parle j'imagine que la question parle du remblai. Le remplissage. Voilà, le remplissage. Donc, ce remblai-là, il est considéré comme un matériau à part entière avec ses propres caractéristiques. Et puis, les charges appliquées dessus sont par le code élément fini ou le code élément distrait réparties vers les autres éléments de structure. Donc, il est considéré comme un matériau homogène, on va dire, ou pas homogène d'ailleurs,
parce qu'en élément distrait, on peut le rendre hétérogène, mais comme un élément du modèle. Ouais. J'élargirais même ça à l'analyse limitée, le calcul de rupture, hein, sur les présentations qu'on fait, aussi bien sur les murs pour traiter du remblai que sur les ponts, hein, donc souvent dans les 3 méthodes, calcul à la rupture, élément fini, élément discret, à chaque fois le remblai est traité comme un matériau qui est modélisé, donc on modélise pas juste le mur ou juste le pont, on modélise vraiment tout le système, mur et sol, qui sont intimement liés. C'est vrai que c'est là on va bifurquer par rapport notamment du bâtiment. On aura vraiment un traitement du sol et de la structure qui vont de pair. Et au niveau des sollicitations, par rapport à ce qui se fait dans les ponts, il y a également une question par rapport à la prise en compte des coefficients dynamiques liés aux charges de circulation. C'est des points, j'imagine, que vous vous référencez au calcul des sollicitations suivant les ouvrages d'art classiques. Absolument, oui, il y a on référence à ce qui existe, on ne réinvente pas des coefficients dynamiques spécifiques, hein, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on s'est vraiment concentré sur la spécificité de la maçonnerie, en quoi ça diffère. Je pense à l'état de fissuration, un état fissuré pour de la maçonnerie, en quoi c'est pas nécessairement inquiétant, contrairement à un état fissuré pour un ouvrage en béton. Voilà, on s'est vraiment concentré uniquement sur les parties spécifiques à la maçonnerie. Alors après, il y a… Je vais même plus loin sur les coefficients. Donc là, on parle du coefficient dynamique, mais les coefficients partiels, je dirais, relatifs, je sais pas, à la qualité des matériaux, relatifs à la méthode de calcul, etc. Ces coefficients, alors, on ne les remet pas en cause. On les explicite. Alors, je pense notamment à la méthode Vout et Ring d'analyse à la rupture. On les explicite, on précise d'où ils viennent et ce que l'on en pense, etc. Mais on ne les remet pas en cause. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une démarche de faire comprendre au lecteur pourquoi il utilise tel ou tel coefficient, mais on ne va pas proposer nécessairement d'autres coefficients. C'est vraiment un état de l'art, hein, donc un état des bonnes pratiques, si on veut par là. Mais… Sur la partie diagnostic, est-ce que vous insistez sur en termes de fréquence pour un maître d'ouvrage, qu'il puisse voir un petit peu la nécessité de surveiller, d'entretenir de façon régulière son ouvrage? Ce n'est pas une fois qu'on a des désordres qui arrivent d'une façon significative qu'il faut s'occuper du diagnostic, mais plutôt un entretien régulier. Alors, oui, un peu de la même manière, les gens vont croire qu'on ne fait que botter en touche. Mais sur ce sujet-là, c'est un peu pareil. En fin de compte, il y a déjà de la littérature sur la fréquence des inspections. Et aujourd'hui, les inspections, alors ça dépend des maîtres d'ouvrage, ça dépend des conditions, ça dépend de pas mal de choses, mais en gros, on est sur une inspection détaillée tous les 3, 5, 6 ans, quoi. C'est l'ordre de grandeur. Ça dépend un petit peu des typologies, mais nous, aujourd'hui, on ne remet pas en cause ça, bien évidemment. Cette inspection, elle existe et il faut continuer à la faire. Là, quand on parle de diagnostic dans notre cas, ce n'est pas une inspection détaillée, le diagnostic. Il y a une problématique, donc je ne sais pas, un accroissement des charges. Il y a une problématique de changement de destination de l'ouvrage, une problématique de changement de configuration de voie, une problématique de désordre constaté. Voilà, il y a une problématique qui a émergé et à partir de là, il faut prendre une décision. Et l'objet de ce guide, c'est d'accompagner le lecteur dans cette prise de décision par rapport à ce phénomène qui a évolué. L'inspection détaillée régulière, enfin la maintenance régulière. Il y a le cadre de l'ITCOA qui s'applique pour les ouvrages d'État. C'est vraiment deux choses différentes. Le participant effectivement mentionne cela. Dans la partie proposition de réparation, le chapitre 4, est-ce que vous avez essayé de formaliser des tableaux de synthèse pour faire des propositions de comparaison de coûts en termes de solutions de réparation en fonction de ce que l'on choisit? Non, on ne s'est pas aventuré sur le domaine du coût. D'accord. Parce que c'est tellement spécifique, je pense que c'est tellement spécifique à chaque ouvrage. Les accès, notamment, sont souvent des sources de coûts très importants et intrinsèquement, comparer un tirant d'un tel type avec un tirant d'un autre type ou des broches par rapport à des tirants,
c'est pas nécessairement comparable, quoi. Ça dépend des moyens d'accès, ça dépend des conditions d'accès, ça dépend de la typologie de du matériau lui-même. Voilà, il y a une telle variabilité qu'en fin de compte, c'est difficile intrinsèquement de comparer une solution par rapport à une autre. En fin de compte. Pour revenir sur la partie étude de cas, parce que je crois que ça a été mentionné qu'il y avait des cas traités dans le guide de A à Z. Est-ce que c'est des études de cas réelles? Parce qu'il y a notamment une question aussi par rapport à la tempête Alex. Et vous avez pu mettre en œuvre la démarche sur des cas réels. Donc, je pense que ce que vous avez présenté, c'est par rapport à des cas d'études réelles. Ouais. Oui, alors les cas d'études présentés sont que des cas d'études réelles. Il n'y a aucun cas, on va dire, théorique. Ce sont que des cas réels, alors soit universitaires, soit d'ingénierie. Aujourd'hui, on n'a pas fait le distinguo entre les deux parce que c'est un thème sur lequel ça se rejoint parfaitement. Il n'y a pas tant de différence que ça aujourd'hui entre la recherche universitaire et les applications, on va dire, entreprises, ingénierie. Ça se rejoint assez rapidement. Donc aujourd'hui, voilà, ce sont que des cas réels. Et alors par rapport à la tempête Alex, j'avoue que je ne connais pas la date de cette tempête Alex. Je ne crois pas qu'il y ait de cas spécifiques à la tempête Non, Alex. c'est trop récent, mais en plus, encore une fois, de ce que j'ai pu voir d'images uniquement, hein, et des discussions que j'ai pu avoir, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont partis entièrement, donc il va être difficile de faire un diagnostic. On sera sur des reconstructions entières. Les quelques ouvrages qui sont... Enfin, voilà, la particularité de vraiment cette tempête par rapport à d'autres épisodes climatiques exceptionnels, c'est justement d'avoir emporté les vallées en entier, plus que juste l'ouvrage, tout le terrain alentour. Donc, on sera en grande partie sur des ouvrages qui, de toute façon, ne sont plus là, donc ne nécessitent plus de Et la tempête diagnostic. Alex, c'est celle du Ouais. sud-est, là, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a 6 mois à peu près? Oui. D'accord, ok. Oui, non, on n'a pas... Ok. Après, pour faire écho à ce sujet-là, on avait l'idée, mais on n'a pas réussi à la mettre tout à fait en œuvre. Le confinement n'a vraiment pas aidé. On avait l'idée, en parallèle du guide, de répertorier les ouvrages en maçonnerie qui étaient prévus d'être démolis pour justement en profiter, pour aller au minimum voir la démolition, constater la structure interne, voilà, s'intéresser et cartographier un peu les ouvrages démolis pendant la période. Et en fin de compte, voilà, c'est un sujet on avait déjà beaucoup de choses à faire et qu'on a mis de côté. Mais bon, ça fait un peu écho à cette tempête Alex, entre guillemets, de constater les ouvrages démolis, pour quelles raisons, et pour et puis quelle structure interne, qu'est-ce qu'on peut voir de l'ouvrage une fois ouvert, quoi. Mais on n'a pas, en fin de compte, on n'est pas allé dans cette direction parce qu'on a mis nos forces plutôt dans la rédaction. Oui. Il y a plusieurs questions sur les typologies d'ouvrages maçonnés que vous traitez, notamment par exemple sur les ouvrages en pierre sèche. Est-ce qu'ils sont intégrés dans le chapitre 4, la problématique spécifique des pierres sèches? Il y avait une question un petit peu similaire. Je vais retrouver les termes utilisés, mais... Alors, on n'a peut-être pas nécessairement distingué la pierre sèche de la pierre maçonnée, mais pour autant, la pierre sèche fait bien partie, de même que la maçonnerie de briques. Finalement, toutes les maçonneries qui constituent les ouvrages d'art, donc il y aura sans doute beaucoup moins de blocs béton, hein, puisque dans les ouvrages d'art, ce n'est pas une technique très usitée, si ce n'est pour de la réparation ponctuelle. Mais donc la pierre ourdée, la brique et la pierre sèche sont traitées dans le guide. Le guide couvre ces aspects-là. Alors, on a essayé justement de varier les exemples pour qu'ils couvrent tous ces aspects-là, notamment dans la partie calcul. Sur le chapitre 4 en particulier, comme tout est encore en cours de concaténation, on a des petits éléments un peu explosés, donc on est en train de remettre ensemble. Je ne sais pas si au final on regroupera ou on mettra des spécificités, ou si on donnera plus des généralités, mais le guide couvre bien aussi la pierre sèche. Et donc, sur la partie introductive, est-ce qu'il y a également vraiment un accent qui est mis sur la responsabilité des maîtres d'ouvrage, notamment on pense aux petites communes où il n'y a pas forcément toutes les connaissances techniques liées au risque de défaut d'entretien d'ouvrage? Est-ce que c'est un point sur lequel c'est accentué, ou alors vous allez me dire peut-être que c'est déjà fait dans d'autres guides?
Non, oui, enfin, pour être très honnête, ce guide, en tout cas dans ses premières parties, on a voulu le faire très pédagogique. Il y a 10 pages d'historique. Je pense qu'un enfant de 10 ans peut le lire. Je ne sais pas péjoratif, ce que je dis. Mais Non, je mais en pense tout qu'un cas, il n'y a enfant pas de 10 besoin ans peut d'être le lire. ingénieur structure ou Exactement, ingénieur voilà, c'est ça. Un enfant de 10 ans GC, peut le ouais. lire, comprendre, s'intéresser, voir l'histoire. Et au fur et à mesure de cette description historique, on construit, entre guillemets, les aspects techniques autour de ça. Donc, on a voulu ce guide, on n'a pas voulu rentrer immédiatement dans le diagnostic, les calculs, etc. Et puis, en fin de compte, s'adresser uniquement à des ingénieurs du domaine. L'idée, c'est vraiment d'avoir une partie introductive d'une trentaine de pages et je dirais même le début du diagnostic. Il est tout à fait accessible à des lecteurs qui ne sont pas génie civilistes. Et c'est dans cette optique-là qu'on l'a construit. Donc, oui, on alerte les maîtres d'ouvrage sur ces aspects-là et on a construit le guide avec une démarche progressive de manière à ce que quelqu'un qui ne connaît pas le domaine puisse suivre la notion et la comprendre, je pense. Et bon, le CST, dans sa relecture, le comité scientifique technique de la FGC, dans sa relecture, j'espère qu'il appréciera ça et éventuellement il nous fera même des remarques pour le rendre le plus fluide et le plus accessible possible. Okay. En tout cas, dans cette première partie, évidemment, je pense qu'on aura perdu quelques responsables, quelques maires de petites communes à partir des éléments discrets, mais sur toutes les parties avant, j'espère qu'on arrivera à les accrocher. Alors, est-ce que certains participants souhaitent prendre la parole? Il suffirait de lever la main si vous souhaitez intervenir. Après, on a quelques, je ne sais pas à quelle heure il est là, 17h20. On a quelques slides complémentaires si vous voulez. C'est pour savoir si on avait fait le tour. J'ai Voilà, essayé de prendre un maximum aussi de questions, mais parfois il peut y avoir certains participants. Oui. Alors, il y en a 5. Dans l'ordre, on va donner la parole à Bruno. Bruno, en principe, tu peux prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, j'étais un peu perturbé par une des diapositives concernant le diagnostic, parce que suivant, je dirais quand même l'instruction technique, l'ordre, voilà, on commence pas par le diagnostic de comportement d'état, de risque encouru et de pronostic. On commence d'abord par l'analyse du dossier d'ouvrage, on fait une inspection détaillée si c'est nécessaire, et ensuite on fait des auscultations, de l'instrumentation, et on aboutit au diagnostic. Absolument. Mais on ne commence pas par le diagnostic. Voilà, oui, alors, ça, c'est notre faute. Il y a peut-être un abus là, dans le 1. En fait, c'est chapeau, je dirais. C'est entre guillemets l'introduction. C'est l'introduction, au 2, 3, 4, 5, 6. En fait, à l'origine, effectivement, cette partie-là était bien située à la fin. Mais justement, on a préféré la remonter pour que le lecteur puisse voir le cheminement. Et globalement, c'est l'introduction qui détaille ensuite exactement les points qui suivront. Et il nous paraissait un peu frustrant de l'avoir à la fin parce que finalement, on a l'impression d'avoir découvert un peu chaque boîte au fur et à mesure pour arriver à la conclusion finale. On a préféré finalement spoiler un peu le lecteur en lui disant tout ce qu'il allait découvrir ensuite pour lui dérouler la démarche et ensuite les points. Effectivement, peut-être que le titre du 1 est peut-être à revoir pour. Voilà, il faudrait parler d'une introduction à la démarche. C'est une introduction, en effet. Oui, tout à fait. Voilà, ok, très bien. Sinon, bravo. En effet, le diagnostic comprend l'ensemble des points cités après. Sinon, bravo pour le travail. Oui. Merci Bruno. Merci. Merci. Alors, Christophe Rollet. Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous. Ouais. J'ai une question simplement, c'est toujours compliqué de choisir les méthodes de calcul et les logiciels de calcul. On a pas mal parlé dans le guide. Je voulais juste avoir une info que j'avais posée dans la discussion sur la mise à jour du logiciel Voot par le CRMH. Je ne sais pas si c'est toujours en cours ou si c'est toujours prévu. Moi, les échos que j'en ai, c'est que c'est toujours en cours. Après, il n'y a pas trop d'informations, je crois. Enfin, peut-être que quelqu'un du CRMA pourra préciser, mais je crois qu'il n'y a pas eu trop d'informations diffusées à l'extérieur sur des dates ou sur des
sur voilà, une véritable diffusion de ce voûte version 2, je dirais. Je sais qu'il a été en test pendant un moment. Je n'ai aucune idée d'une éventuelle date de déploiement. Ce sont mes infos aussi, j'ai les mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, Et je compléterai pas, on n'a pas abordé voûte numéro 2 là-dedans. On ne le connaît pas. Ouais. Ok, merci. Après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est au courant dans l'assistance. Ouais. Voilà, je pense que le CEREMA là encore dans les tuyaux, hein, mais je ne sais pas quelle est sa perspective pour le sortir, pour le développer. Ok, donc après, il y a un acronyme GILET. Si vous avez levé la main il y a un moment, si vous voulez intervenir. Sinon, je donne... Non. Alors, Carpio Pérez. Plus. Alors, les plus récents, il y a Jean-Pierre Levillain qui souhaitait intervenir. Je vais lui donner la parole. Jean-Pierre qui est un très grand contributeur du guide, associé aux 25 autres également. Qui peut apporter un complément alors, dans la discussion. Je vous ai donné la parole. Oui, désolé. Oui, non, je disais que je ne suis pas au courant de ces travaux qui sont développés par la direction technique infrastructure et matériaux. Donc, désolé de ne pas vous apporter des informations. Merci. Jean-Pierre? Oui, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Moi, je reviens sur un terme qui m'ennuie beaucoup. Parce qu'il entraîne une confusion. C'est-à-dire, quand on parle d'inspection détaillée, l'inspection détaillée, c'est parfaitement codifié, ça fait 40 ans que c'est utilisé. Or, une inspection détaillée ne permet pas du tout de faire un diagnostic. Et là, le mot n'est pas adapté parce que ce n'est pas du tout la même démarche sur le terrain. Quand on fait une inspection détaillée, c'est codifié. Bon, on regarde un tas de choses, on note tous les défauts, je suis d'accord. Mais quand on fait un diagnostic, la démarche est complètement différente. L'approche n'est pas la même, même si on est, évidemment, c'est les mêmes personnes et c'est les mêmes lieux qu'on regarde, mais la démarche n'est pas du tout la même. Hein. On commence voilà, c'est pour la ça géométrie, ça n'a rien à voir avec les fissures, et puis voilà, enfin, je veux dire, c'est la première des choses. Quand on a bien regardé la géométrie d'un pont, non, c'est déjà la moitié. C'est bien pour ça que, voilà, ici, on ne parle pas... L'inspection détaillée me gêne. Oui, dans le point 3, là, c'est ça? Oui. Bon, oui, alors, en effet, il y a l'inspection détaillée classique, hein, qui permet la surveillance de l'ouvrage. Là, on parle bien du diagnostic, et comme on l'a précisé... Oui, alors, on le voit bien, d'ailleurs, dans les réactions qui ont eu lieu, les gens parlaient avec quelle fréquence doit-on faire des inspections détaillées. Ça n'a rien à voir. Le diagnostic n'a rien à voir. Clairement pas dans une inspection détaillée. Dans l'entretien. Alors, si je peux intervenir, oui, il faudrait peut-être essayer de se caler justement sur ce que dit l'instruction technique, et puis d'ailleurs ce que dit aussi le référentiel de l'IMGC. C'est que l'inspection détaillée, c'est du pré-diagnostic. Oui, si on veut, oui. Voilà, c'est pas vraiment dans la démarche de diagnostic. Ben non. C'est un apport d'entrée. Oui, c'est ça. Oui. Donc, si vous voulez, le 2.3, on le nommera inspection prenant en compte les spécificités de la maçonnerie. Et elle ne sera pas détaillée, comme on l'indique ici. Moi, je préférais qu'on lui donne un autre nom, mais enfin bon. Oui, c'est presque une analyse où on rentre dans le... Ah oui, oui, c'est effectivement la notion d'inspection détaillée, c'est utile. Oui, il ne faut pas mélanger le régime général de surveillance où ça doit être oui, j'ai bien compris. Régulièrement avec la démarche de diagnostic où c'est en effet la porte d'entrée, comme dit Jean-Pierre. Et tout à fait. Et le dispositif. Alors là, en effet, il y a un abus de langage sur le 2.3. Tout à fait. On va le reprendre. Bon, je pense que la relecture permettra de... Oui, la relecture le permettra, oui, bien sûr. Oui. Parfait, merci. C'est pareil, enfin, si je peux me permettre, s'il y a 5 minutes, la première image que l'on a vue quand dans la présentation, où on voit en 3D un pont en maçonnerie. Alors, c'était un pont vraiment fin 19e. Hein. Oui, celui-là. Il faudra changer l'épaisseur du bandeau. Hein. Les bandeaux n'ont rien à voir avec l'épaisseur de la voûte. Alors, attention, ça entraîne une confusion, parce que j'ai déjà vu ça. On me dit, ah, tiens, le pont, il ne tient pas, on ne peut pas le surcharger.
Sauf qu'on avait pris Ouais, les Jean-Pierre, tu sais très bien qu'on l'a précisé très fermement dans le Ouais. guide. Alors, en Mais effet, là, il faut là, faire attention sur l'image. on fait mais on va le reprendre. L'image L'épaisseur est du pas bateau est à différencier du corps de voûte. Oui, Mais complètement. c'est un sujet que l'on a clairement identifié dans le guide Très bien. et que l'on met en exergue et avec une attention particulière face au D'accord. Parce que là, l'image donne un bandeau qui a une épaisseur variable, Oui, ce qui tout à n'est pas fait, le cas oui. sur les ponts du 19e. Tout à fait. Alors, on avait aussi Marsu qui souhaitait intervenir. Merci de votre intervention. Marsu, je vous ai donné la parole. On vous entend très mal. Alors, je suis désolé, il va falloir repasser au mode textuel parce que votre son est assez catastrophique. C'est pas audible. Il y avait aussi Abselo Legogo, désolé pour la prononciation, qui souhaitait intervenir. C'est Abselo Legogo. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, je tenais. On vous écoute. Je tenais tout simplement à dire au présentateur que la présentation elle était excellente, elle était bonne. Et bon, moi, je suis étudiant en contrôle non destructif, sauf que je n'ai pas vu aborder ce thème durant tout l'exposé. Et ma question était de savoir, est-ce que le contrôle non destructif ne pourrait pas apporter une pierre à l'évaluation de ces types de structures en quelque sorte? Oui, absolument. Donc, on l'aborde notamment dans les auscultations, une partie des aspects des contrôles non destructifs. Alors, ça ne peut pas être la seule démarche à conduire, mais ça fait partie du panel des auscultations possibles que l'on aborde au sein du guide, oui. Et lorsque vous les avez abordés, il y a des techniques ou des méthodes particulières que vous avez certainement développées? Oui, alors on aborde, je ne vais pas toutes les citer, mais on aborde notamment des techniques radar, des techniques sur les aspects hydrauliques, de fondation et de parties immergées, des techniques par sonde. Voilà, il y a un panel de... Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de décrire dans le détail la physique de chaque technique, c'est plutôt de les répertorier, de donner leurs intérêts, et puis, en fonction des cas, de les préconiser. Et en effet, on a abordé un certain nombre de techniques utilisables sur des ouvrages de ce type. D'accord, merci. Merci. Donc, j'ai l'impression, alors je ne vais pas prétendre avoir épuisé toutes les questions, parce qu'il y en a eu un certain nombre, et puis elles s'enchaînent les unes derrière les autres. Alors, pour Blandine Albert, donc les slides sont effectivement mis à disposition sur le site de la FGC en étant adhérent. Alors, pour tous les étudiants qui nous écouteraient éventuellement, il faut savoir que l'adhésion à la FGC est gratuite. Par contre, on vous demande de vous enregistrer, nom, prénom et coordonnées. Et donc, ces soirées débat, à la fois l'enregistrement qui vient d'être fait et puis les supports sont effectivement disponibles par la suite. Alors, peut-être on peut vous laisser présenter le projet Dolmen, parce qu'il y avait aussi une question relative au lien entre le guide et le travail que vous avez pu faire, et puis le projet national. Du coup, on avait quelques exemples au cas où on aurait des questions supplémentaires, mais finalement, le débat a permis de traiter ça. Non. Donc du coup, on voulait terminer cette présentation, on a proposé de terminer cette présentation par le projet national Dolmen, qu'il n'y a pas un lien direct avec le groupe de travail, mais qui est quand même fortement corrélé dans la mesure où l'un des objectifs au moment de la création de ce groupe de travail à FGC, c'était bien de faire un recueil de pratiques, de faire un recueil d'expériences, de bonnes pratiques sur le sujet, mais également
pour rédiger le guide, mais également pour identifier éventuellement des manques, des besoins en recherche et développement sur la thématique, des endroits où on avait de la pratique, mais peut-être où on pouvait se dire qu'on pouvait aller encore un peu plus loin, où il manquait peut-être des choses sur certains éléments. Et donc, grâce aux éléments que l'on a pu identifier dans le cadre du groupe de travail et à une certaine dynamique finalement sur la thématique maçonnerie, ouvrage d'art en maçonnerie ces derniers temps, avec le groupe de travail AFGC, avec les journées nationales maçonnerie, avec le groupement d'intérêt scientifique sur la maçonnerie. On a une communauté, une structuration finalement de la filière autour de la construction en maçonnerie qui s'est faite petit à petit et qui aboutit maintenant à la proposition, au démarrage d'un projet national sur justement le développement d'outils et de logiciels pour la maçonnerie existante et neuve. Ce projet vient d'être labellisé projet national par le ministère de la Transition écologique lors d'un comité d'orientation qui a eu lieu fin décembre 2020. Donc c'est tout neuf comme information. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas le dispositif projet national, donc c'est donc un dispositif du ministère de la Transition écologique qui rassemble les acteurs publics et privés dans le domaine du génie civil pour mener à bien un programme de recherche, généralement dans un domaine pré-compétitif et surtout pour produire des livrables opérationnels. Donc ça doit rassembler toute la profession autour de ce projet. Et voilà, pour donner quelques chiffres types de projets nationaux, parce qu'il n'y a bien sûr pas que le projet Dolmen sur la maçonnerie, il en existe plein d'autres dans le domaine du génie civil. Globalement, les projets nationaux sont des consortiums de partenaires, entre 25 et 60 partenaires pour les projets nationaux actuels, avec des budgets qui vont de 2 à 4 millions d'euros et une durée de 4 à 5 ans. Voilà, c'est les chiffres moyens pour ce type de programme. Et donc, dans le cadre du projet national Dolmen, l'objectif, c'est bien de progresser dans la compréhension du comportement des ouvrages d'art en maçonnerie et de transférer les résultats de la recherche vers la profession pour, d'une part, améliorer la gestion de l'existant, proposer des outils adaptés et efficaces pour la gestion de l'existant en toute sécurité et en toute durabilité avec les enjeux de sécurité publique et de durabilité à l'esprit, et de rétablir la maçonnerie, deuxième pilier, dans le catalogue des techniques de construction contemporaine. Le domaine d'application, c'est exactement le même que celui du guide AFGC, à savoir les constructions en maçonnerie du génie civil, des constructions en bloc de pierre ou de briques avec ou sans liant, et des structures, des ponts, des murs d'ostènement, des tunnels, des quais, des digues, des barrages, etc. Donc vraiment les ouvrages du génie civil. Donc comme je vous l'ai expliqué, le projet a été labellisé projet national le 16 décembre 2020. Et le programme de recherche identifié pour ce projet, c'est de parcourir finalement tous les domaines, voilà, sur une version un peu multi-échelle de l'étude de la maçonnerie, en commençant par le matériau composite, vraiment étudier plus en détail le matériau, comment est-ce qu'on le caractérise, par quel type d'essai, qu'est-ce qu'on peut en tirer de chaque élément, de la pierre, de la brique, du mortier, pour le comportement du matériau composite, du matériau maçonnerie dans son ensemble. L'axe 2, qui est l'axe finalement qui répond un petit peu au guide FGC et qui est un axe vraiment central du projet, qui porte sur l'évaluation des structures existantes. Peut-on améliorer les outils dont on dispose pour l'évaluation des structures existantes, notamment l'évaluation structurale, la partie calcul du guide. Un troisième axe sur le dimensionnement des constructions neuves, donc proposer pour la réintégration de la technique future, en tout cas pour la possibilité de reconstruire en maçonnerie, offrir la possibilité de reconstruire en maçonnerie, proposer des méthodes de dimensionnement. Un axe 4 finalement qui recoupe un petit peu la question sur le sismique, qui porte sur la maîtrise des incertitudes qui sont nombreuses dans le matériau maçonnerie, où il était toujours assez difficile d'avoir des données peu dispersées, et la maîtrise des risques, notamment sismiques, hydrauliques, puisqu'on a parlé de la tempête Alex, défaut de fondation et choc et impact. Et puis le dernier axe qui portera sur finalement l'aide à la qui rejoint un peu les questions sur l'aide à la décision, sur l'analyse développement durable, à savoir aussi bien d'un point de vue environnemental qu'économique et social de ce type de construction.
Donc ces 5 axes de recherche seront mis en application sur des ouvrages de référence du projet. C'est pourquoi on incite les maîtres d'ouvrage à venir participer au projet pour proposer des ouvrages de leur parc à l'étude, comme cas d'étude réelle, des différentes recherches qui seront menées. Ça ne veut pas dire toutes les recherches, pas sur tous les aspects, mais en tout cas sur les parties des aspects qui les intéressent le plus pour pouvoir faire des tests de matériaux, des tests de modèles de calcul, éventuellement des essais, reprendre l'idée qu'on avait dans le guide AFGC de recenser les ouvrages susceptibles d'être démolis pour, s'ils sont vraiment démolis, pouvoir faire des essais dessus, faire des prélèvements de manière plus aisée que sur des ouvrages existants et sinon peut-être contribuer à leur non-démolition, qui sait. Et donc ensuite, l'ensemble de ces résultats sera transféré grâce au dernier axe qui porte sur le transfert et la valorisation des résultats. Les résultats attendus… Juste, Ouais, Anne-Sophie, vas-y. en réalité, il y a une question, en regardant les questions, il y a une question. Quel est le lien entre le guide AFGC et le projet Dolmen? On voit bien que le guide AFGC, c'est un état de l'art de Une photo, biographie, une photo à l'état actuel de ce qui s'est fait avant, pour remettre un peu tout ça dans l'ordre. Et ici, le projet Dolmen, c'est pour aller plus loin dans un projet, on va dire, de recherche et développement appliqué sur l'ensemble des thèmes qui ont été identifiés, analysés dans ce guide. C'est vrai voilà que, le lien entre les deux, en fin de compte. comme l'avait dit Thomas dans l'historique, on avait eu beaucoup de choses dans les années 80. Alors, il y avait eu beaucoup de choses, bien évidemment, au moment de la construction des ponts au 19e siècle, 18e, 19e siècle, beaucoup d'écrits à ce moment-là, notamment qu'on peut retrouver notamment dans les archives de l'école des ponts, par exemple. Et ensuite, une nouvelle vague dans les années 80, et puis ensuite un creux. Il y a eu des recherches, il y a eu des choses qui ont été faites. Et là, on a un nouvel élan pour aller plus loin, pour profiter des outils qui ont été développés depuis et pour voir comment les adapter, comment les appliquer à la maçonnerie pour pouvoir améliorer lorsque c'est possible. Hein. Il y a peut-être des endroits où on se rendra compte que ce qui existe fonctionne très bien et il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Mais sur certains points, essayer de proposer des choses plus fonctionnelles, plus adaptées à la maçonnerie. Et donc, dans les résultats attendus, on a justement la création de logiciels métiers. On parlait de Voûte tout à l'heure, mais effectivement, on a bien cet objectif-là de pouvoir produire des logiciels pour les ponts et pour les murs vraiment alors, pas facile d'utilisation parce que quoi qu'il arrive, les logiciels, il faut toujours avoir une connaissance derrière, une compréhension de ce qui est fait, mais quelque chose qui soit accessible en tout cas, qui sorte du domaine de la recherche et qui aille vers la profession. Et des bases de données aussi, ça je l'ai pas, j'ai oublié de le mettre, mais des bases de données de matériaux et d'ouvrages en maçonnerie pour avoir un petit peu la typologie de ce qui se fait. Et puis des guides, donc un guide ouvrage neuf qui pourrait regrouper un CCTP type par exemple pour construire des petits ouvrages, des ouvrages types en maçonnerie. Et éventuellement, si on se rend compte au bout de 4-5 ans que c'est nécessaire, réviser le guide AFGC existant, puisqu'il y a quelques endroits où on s'est dit on aimerait bien aller plus loin, mais on n'a pas le temps, et puis on aimerait bien le sortir quand même. L'objectif, c'est pas de décrire un guide pendant 10 ans. On va le sortir maintenant avec peut-être quelques parties qui peuvent encore, où on pourrait encore aller plus loin. L'idée, ce serait qu'à l'issue du projet national, on puisse reprendre le guide et voir si on peut aller plus loin sur certaines parties du guide et donc faire une nouvelle version à ce moment-là. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir progresser dans la réglementation et la normalisation, ou en tout cas aider à progresser dans la réglementation et la normalisation. Selon le résultat qu'on pourrait avoir, essayer de contribuer à l'évolution de la réglementation et de la normalisation. On a parlé de l'Eurocode 6, 9. Il y aura donc peut-être avec la vague des eurocodes existants, un Eurocode 6 existant, puisque l'idée c'est visiblement de sortir un Eurocode 0 existant et puis ensuite de le décliner comme ça l'est à l'heure actuelle par type de matériaux. Donc on pourrait peut-être aller vers un Eurocode 6 existant. Et donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir dans cet Eurocode 6 existant une partie 2 ouvrage d'art qui n'existe pas dans le 9 et de voir comment est-ce qu'on peut contribuer par ce projet à développer des choses pour cet aspect-là.
et puis d'avoir finalement une meilleure compréhension pour les chercheurs et pour l'ingénierie et les maîtres d'ouvrage des ouvrages, une meilleure sensibilisation de manière plus large du public du monde de l'infrastructure à la maçonnerie, aux spécificités de la maçonnerie, et des formations au niveau technicien, ingénierie, artisan, à la spécificité de l'architecte, à la spécificité de la maçonnerie. Tout ça aboutirait ainsi à une meilleure structuration de la filière et aussi à une visibilité à l'international. C'est vrai que au niveau de l'international, il se fait beaucoup de choses dans la maçonnerie, notamment en Italie ou au Portugal, en Angleterre. Sur la maçonnerie, c'est un sujet dont nos voisins européens s'en emparés peut-être plus tôt que nous, en tout cas de manière plus intensive que nous. Et là, ce projet pourrait aider à donner et donc ensuite à confronter les pratiques d'un point de vue international. Donc voilà, pour le partenariat actuel, je vous fais un petit tableau des personnes qui ont manifesté leur intérêt. Donc, pour l'instant, le partenariat est en cours de constitution, les adhésions n'ont pas encore commencé, mais voici les différentes associations qui ont manifesté leur intérêt pour suivre ou pour faire partie du partenariat. Donc on a à la fois donc l'idée vraiment des projets nationaux, ça c'est commun à tous les projets nationaux, c'est d'avoir vraiment un mélange de maîtres d'ouvrage, d'ingénierie, contrôle, architecture, de recherche, de chercheurs, de laboratoires universitaires et d'entreprises, pour que on ait vraiment tout le panel représenté de la profession. Chacun amenant finalement sa compétence, ses spécificités dans son domaine pour une meilleure connaissance du patrimoine, pour améliorer les outils de calcul, pour pouvoir accéder à des ouvrages réels, voilà, faire un savant mélange de toutes les compétences pour pouvoir progresser dans le domaine. Et donc pour les prochaines échéances, il y aura donc 2 webinaires de présentation organisés les 16 et 18 mars 2021. Donc ça, les informations en plus en détail sortiront incessamment sous peu. Le programme est en cours de constitution, mais on est d'ici la fin du mois de février. Les inscriptions seront ouvertes pour ces 2 webinaires. L'idée étant de vraiment, là, cette fois-ci, expliquer un peu plus en détail cette présentation générale et surtout comment est-ce qu'on peut adhérer au projet, comment concrètement ce projet fonctionne. L'Assemblée constitutive, donc le démarrage, la réunion de lancement du projet qui regroupera tous les partenaires du projet, aura lieu en juin 2021. On l'espère en présentiel, on l'espère en vrai, en chair et en os. Et donc en ce moment, en cours, on est en constitution du consortium et on espère démarrer les premières signatures de charte à partir du mois de mars. Mais la participation au projet national est toujours ouverte. Merci pour votre attention. Si vous avez quelques questions complémentaires sur le sujet, surtout n'hésitez pas. Merci de la présentation, d'où effectivement l'intérêt de communiquer autour de ce projet national. Sur le volet international, est-ce que vous avez décidé ou est-ce que dans le guide c'est évoqué en termes de veille? Est-ce qu'il y a une démarche pour essayer de s'inspirer de ce qui est fait en positif ou moins bien à l'étranger? Alors, Une c'est vrai question un que petit peu de François Tout-le-Monde par rapport à la veille à l'international, que ce soit à la fois dans le guide et puis dans ce projet national. dans le guide, on avait une vraie volonté, on avait même une partie marquée dans le plan initial, expérience internationale. Et finalement, c'est vrai que il y avait une partie non négligeable pour de l'état de l'art international en termes de recherche, vraiment pour les chercheurs. Il existe un grand nombre de publications de recherche sur le sujet. Alors après, en Italie, par exemple, il y a beaucoup moins de distinction entre chercheurs, ingénierie, experts, intervention sur ouvrage. Je pense que c'est un peu plus mêlé qu'en France, donc c'est aussi une des spécificités. Mais finalement, cette partie-là, il y a des références, par exemple pour Mex et Rim ou Ring, vers des programmes qui sont utilisés à l'international, mais on n'a pas finalement fait figurer cette partie internationale. On s'est concentré sur la capitalisation de l'expérience française. Mais je vais laisser Thomas compléter. Ouais, non, c'est une question qu'on s'est posée dès le début. On a amorcé un chapitre, comme tu dis, et en fait, devant l'ampleur du sujet et
Et je pense qu'aussi personne parmi nous ne s'est senti peut-être de se lancer là-dedans, parce que voilà, c'est un vrai sujet exploratoire. Et donc, personne n'a pris vraiment le lead sur le sujet, on l'a mis de côté. Ça fait partie des développements possibles. Alors, au sein du guide, dans une version 2, au sein de Dolmen, qui aura aussi une partie, d'une certaine manière, bibliographique complémentaire. Ouais, et un comité de relecture, enfin, un comité scientifique international Voilà, pour donc justement donner un je pense que avis. dans Dolmen, on sera amené à le faire plus que dans ce guide-là, en tout cas. Ok, merci de vos précisions. Écoutez, en tout cas, merci encore au nom de la FGC pour l'ampleur du travail que vous avez en partie donc, restitué. C'est toujours compliqué de faire à l'oral. Je pense que dès que le guide sortira, les gens pourront se rendre compte de l'ampleur du travail. Merci encore à tous les participants qui ont donc, j'espère, apprécié l'activité autour de la maçonnerie. Et puis, au plaisir de vous revoir donc, dans une prochaine édition de ces soirées débats. Merci encore. Et puis, Merci je à vous vous. souhaite à tous une excellente soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci Thomas, merci Anne-Sophie. Bonsoir.